Salut les deux, c'est Saikyo, accrochez-vous bien car aujourd'hui on a d'énormissimes spoilers qui nous parviennent concernant le chapitre numéro 63 du manga Dragon Ball Super. Ils nous proviennent de la part du japonais que vous connaissez maintenant qui s'appelle Ryokutia. Je vais donc aussi, comme la tradition le veut, vous proposer les news jeux vidéo qui sont reliés à Dragon Ball de manière mensuelle dans cette vidéo-là. On va commencer par les spoilers du chapitre. Tout d'abord, je vous montre la couverture du magazine V-Jump. Ce n'est pas une couverture Dragon Ball, ce n'est pas une couverture Yu-Gi-Oh comme il en sort souvent, c'est une couverture liée à Boruto. Au-delà de vous la montrer, de vous informer, je voulais aussi vous dire que je la trouve absolument sublime. On espère que le chapitre 49 de Boruto sera aussi d'envergure. Pour le moment, on n'a toujours pas de spoiler à ce sujet, mais on a du Dragon Ball. Comme à l'habitude, ça nous a été traduit par les soins de Frieza et de Dragon Ball Super-France.fr, et les courtes impressions mensuelles de Ryokutia sur le chapitre 63 de DBS sont que la raison qui lui permet de maîtriser l'Ultra Instinct est donc la même que celle du super, on ouvre les guillemets, machin, donc du super quelque chose. Ryokutia veut garder le suspense sur ce qu'est ce fameux super quelque chose que l'on connaîtrait dans l'œuvre Dragon Ball, dont le principe pour le maîtriser serait le même que celui de l'Ultra Instinct. On poursuit, Ryokutia nous dit que il ne nous dit pas qui, il ne se fait pas supprimer, il disparaît, 3 petits points, avec un smiley, un emoji en larmes. Il finit par nous dire qu'une telle chose rend donc impossible de le faire revenir à la vie en utilisant les Dragon Ball. Pour une fois, Ryokutia ne s'éparpille pas énormément avec un pavé incompréhensible, certes il garde le suspense, il dit lui-même qu'il ne veut pas trop spoiler, mais qu'il en révèle toujours un petit peu. Donc on va s'analyser les 3 phrases qu'il nous a livrées. La raison qui lui permet de maîtriser l'Ultra Instinct est donc la même que celle du super machin. Alors je pense que là, il n'y a pas réellement de grosse intrigue, on connaît pas des tonnes de super quelque chose dans Dragon Ball, c'est vrai que récemment on connaît les super Dragon Ball, mais les super Dragon Ball ne se maîtrisent pas. Par contre, il y a quelque chose qui se maîtrise, c'est le Super Saiyan, la transformation du Super Saiyan et ses évolutions dans Dragon Ball. Et on nous dit donc que la raison qui lui permet de maîtriser l'Ultra Instinct est donc la même que celle du Super Machin, du Super Saiyan, donc en définitive. À partir de là, il y a 2 options. Tout va dépendre de votre interprétation et vous allez me dire dans un commentaire qu'est-ce que Ryokutia appelle maîtriser. Parce que là on pourrait être tenté de se dire que la perte d'un être cher va permettre de déverrouiller l'accès permanent à l'Ultra Instinct comme ça l'a été par exemple sur Namek pour Goku avec la perte de Krillin. Sauf que à mon sens, et je pense que vous tous qui êtes fans de Dragon Ball allez être d'accord avec moi, ce n'était pas une maîtrise qu'en a fait Goku sur Namek, c'était une accession, c'était un déblocage du Super Saiyan, ce n'était pas une maîtrise. La maîtrise est venue nettement plus tard. Par exemple, une fois que Goku est revenu de Yardra et qu'il s'est un petit peu frité avec Mirai Trunks en Super Saiyan, là, déjà, on commençait à maîtriser le Super Saiyan. Et après, on a vu des stades et des entraînements de maîtrise, comme par exemple le pré-Cell Game, qui sont réellement des sessions de maîtrise du Super Saiyan, avec le Super Saiyan Full Power. Mais le problème alors, c'est que selon votre compréhension de cette phrase de Ryokutia, vous allez comprendre 2 choses différentes. Si vous êtes plutôt dans la vision Namek, c'est-à-dire Goku n'avait pas le Super Saiyan et d'un coup il l'a, et du coup le déclencheur aurait été la perte d'un être cher, ça pourrait coller avec Goku qui va perdre Merus, qui va perdre Krillin, qui va perdre quelqu'un, Jaco, etc. Mais de l'autre côté, si on prend l'autre version de maîtrise réelle du Super Saiyan dans Dragon Ball, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est arriver à se déclencher avec la colère nécessaire pour transiter de la forme normale aux cheveux noirs vers la forme Super Saiyan aux cheveux jaunes, mais une fois que l'état est atteint, il faut arriver à conserver ce niveau de pouvoir, déployer autant de ki, mais arriver à s'apaiser. Et c'était d'ailleurs le propos de Goku qu'il a transféré à Gohan lors de l'entraînement pré-Cell Game dans lequel il restait tout le temps en Super Saiyan pour arriver à maîtriser l'effet de déclenchement de transformation, mais également conserver la transformation sans être dans un état d'irritation constant qui vient tout simplement fatiguer le corps et l'esprit du Saiyan qui l'utilise. Donc vous me direz dans le commentaire en laquelle des deux vous croyez, mais j'ai la triste impression que ça sera la première, en mode perte d'un être cher comme sur Namek, car on nous dit qu'un certain personnage ne se fait pas supprimer, il disparaît donc, 3 petits points, avec Ryokutia qui serait en larmes d'apprendre la disparition de ce personnage-là. Il va y avoir une certaine forme de mort d'un personnage dans le chapitre 63, donc de mort, de disparition, on ne sait pas exactement précisément, et du coup ça fait du lien déjà avec la première phrase, si un personnage disparaît et que le moment est triste, cela peut clairement déclencher quelque chose en Goku et lui déclencher l'accession à l'Ultra Instinct maîtrisé. Franchement, on verra comment ça sera fait dans le chapitre, mais si c'est ça,
je trouvais que l'Ultra Instinct était très particulier par son mode d'accession, briser la coquille et tout ça, mais si au final ça marche comme le Super Saiyan, ça serait un petit peu con-con, mais bon, on va attendre avant de juger, de lire le chapitre 63 complet avec de bonnes traductions, on va pas commencer à jouer au con et à critiquer pour rien, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore le chapitre, mais il est probable qu'on se dirige vers ça, et ça serait sûrement un mauvais point, mais on va voir comment ça va être développé. Donc le lien est fait avec la première phrase, et on comprend que c'est la perte d'un être, mais de quel être, du coup j'ai envie de vous dire. Pour moi, et je viens de vous le dire il y a quelques instants, ça ne peut plus réellement être quelqu'un du groupe qui a été téléporté, parce que oui, on a eu 9 pages récemment qui nous ont été révélées par le site officiel de Dragon Ball, les pages brouillons de Toyotaru, et on y voit que grâce à l'interaction de Merus, le groupe de C17, C18, Gohan, Piccolo, Goku, Vegeta ont été téléportés ailleurs, et Merus dit même qu'ils sont loin. On peut dire qu'ils ont été pris en charge et que quelqu'un va les sauver, enfin avec Dende aussi d'ailleurs qui a disparu, donc voilà, ils vont sûrement recevoir des soins et être sauvés un minimum. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un de ce groupe-là qui n'est plus face à Moro qui va mourir. Donc, qui reste-t-il sur la scène là où se passe l'interaction et le combat contre Moro? Eh bien, il reste Moro, mais ça ne peut pas être lui qui meurt ici, ce n'est pas lui qui va rendre Ryokutia triste de la perte. Il reste Merus, qui est en pleine confrontation face à Moro. Il reste Jaco, et je vous disais, mais pourquoi Jaco est resté sur le champ de bataille, il aurait pu le téléporter? Ben, il reste là, et il reste Krillin. Alors effectivement, si ça marche exactement comme le Super Saiyan, ou refaire mourir Krillin pour la nostalgie, tout ça, même si j'apprécierais pas trop, ça pourrait marcher en tout cas, surtout que la troisième phrase nous dit qu'une telle chose rend donc impossible de le faire revenir à la vie via les Dragon Ball, et on sait que Krillin est mort tellement de fois qu'il faudrait passer par les Super Dragon Ball, ou qu'un ange le ramène à la vie, pour qu'il puisse revenir. On a aussi le cas de Jaco, il est très proche, il est même à l'intérieur du dôme, et ça pourrait marcher, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas revenir à la vie par les Dragon Ball. Mais c'est vrai que Moro pourrait s'en servir comme d'un otage, parce que Merus serait trop fort et finirait par tuer l'otage. Mais sinon, il reste aussi le cas de Merus, et c'est vrai que la phrase dont nous parle Ryokutia, qu'il emploie, il ne se fait pas supprimer. Il disparaît donc. C'est vrai que le côté il ne se fait pas supprimer, ça nous fait penser au fait que Merus franchit ses règles, qu'il outrepasse par exemple la loi des anges, et que en faisant cela, il est menacé de destruction, d'être supprimé par le Daishinkan, parce qu'il aurait violé ses propres lois. Et nous avons déjà vu qu'en 9 pages, Merus est en train de mettre une petite raclée à Moro, avec son bâton et tout ça, sachant que le chapitre s'appelle la résolution de Merus. Quelqu'un qui est résolu, généralement il est résolu à arriver à quelque chose de triste, mais qui sera bénéfique pour les autres, à son propre sacrifice. Donc même si ce n'est pas avéré ici, on peut dire que les 3 cibles principales pour mourir sont Krillin, Jaco et Merus, ça ne sera pas les 3 en même temps, ce sera forcément un des 3 qui va donc déclencher Goku Ultra Instinct pour arriver à un certain niveau de maîtrise ou quelque chose de la sorte de son Ultra Instinct en forme cheveux gris, on peut le supposer comme ça, et je dirais qu'à l'intérieur des 3 prétendants, le numéro 1 serait Merus, parce qu'on nous dit qu'il ne se fait pas supprimer, il disparaît donc, peut-être qu'à force d'enfreindre la loi, automatiquement un ange disparaît. Donc voilà, il faudrait très vite que Merus puisse accomplir l'entraînement de Goku, car le temps presse, car à force d'enfreindre sa propre loi, il disparaît petit à petit, ou le Daishinkan va mettre un terme à sa vie, ou à son existence, ou va faire en sorte que son âme retourne au monde des anges pour qu'elle soit d'une certaine manière recyclée. Là c'est vraiment, je vulgarise, mais qu'elle soit réintroduite dans un autre corps d'ange. Peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura un nouvel ange qui se présentera à eux, qui sera un Merus version 2.0 que le Daishinkan aura refaçonné pour qu'il respecte les règles. Ça, ce n'est pas impossible du tout pour le fanservice. Mais en tout cas, il ne se fait pas supprimer. Il y a une distinction entre supprimer, mort et disparaître, mais bon, on peut dire que ça revient un petit peu au même au final. Et une telle chose rend donc impossible de le faire revenir à la vie. Donc Merus premier prétendant, mais pourquoi est-ce que Merus serait donc impossible à faire revenir à la vie? Ça, c'est difficile à comprendre. Est-ce que quand le Daishinkan ordonne qu'un ange meurt, ou alors quand un ange enfreint ses propres règles, eh bien tout simplement, les Dragon Ball ne peuvent pas le ramener à la vie, il n'y aurait que les Super Dragon Ball qui pourraient exaucer ce vœu. Deuxième prétendant, je mets donc Krillin, parce que ça colle avec la troisième phrase que c'est impossible de revenir à la vie, mais pourquoi est-ce que Krillin disparaîtrait au lieu de se faire supprimer? Et troisième, Jaco, parce que il est là, quoi, donc il peut se faire tuer. Au bout du compte, en pesant les pour et les contre que je viens de citer, parce que c'est vrai que quand on met en parallèle chacune des phrases que je viens de vous citer, ça peut nous diriger aussi bien à droite qu'à gauche en termes de direction, mais si je devais donner un avis, qui n'est que mon modeste avis, final sur les spoilers de Ryokutia, ce serait que le scénario le plus probable qui se profile, c'est que le chapitre s'appelle donc la résolution de Merus. Merus dit qu'il est venu finir l'entraînement de Goku. Comme je vous l'ai souligné dans la vidéo où je vous parlais de l'hypothèse, la théorie qu'il y aurait 2 Merus, eh bien je soulevais un point intéressant sous-jacent de cette théorie-là en vous disant comment est-ce que Merus peut terminer l'entraînement de quelqu'un tout en se battant contre quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens.
Tu ne peux pas te battre à Paris si tu dois entraîner quelqu'un à Los Angeles. Ça ne peut pas, tu n'es pas aux deux endroits en même temps. C'est pour ça que j'ai amené l'idée qu'il y aurait une duplication de Merus, comme un clone, un double, etc. Si on le prend d'un côté plus dramatique que celui que j'ai exposé, et c'est peut-être celui-là que Toyotaru prend vu qu'un être va disparaître, eh bien dans ce cas-là, Merus aurait compris que chez les Saiyans, l'ultra instinct pour être maîtrisé aurait besoin d'un déclencheur émotionnel, car oui, au tournoi du pouvoir, il y avait une forte émotion. Il y avait la pression de voir son univers et le multivers entier se faire écraser par Zeno. C'est une putain d'émotion forte. Même si ce n'est pas la perte directe et sous ses yeux de Goku de perdre un allié, il avait une énormissime pression émotionnelle. Il n'était pas juste au bout physiquement, il l'était aussi émotionnellement au tournoi du pouvoir. Faut se mettre dans ce contexte. Merus l'aurait constaté, Merus l'a compris. Pour terminer l'entraînement de Goku, Goku doit subir un choc. Et pour que ce choc ait lieu, Merus préfère que ça soit alors lui qui subisse, que ça soit lui qui meurt, qui disparaisse, comme le dit Ryokutia. En tout cas, Merus prend cher sous les yeux de Son Goku, et donc cela va déclencher en Goku l'ultra instinct maîtrisé. C'est en cela, en mourant, que le sensei, que le maître, aura pu alors parachever la technique chez son élève, pour éviter que ça soit Krillin, ou Jaco, ou Vegeta, ou un autre, ou Gohan par exemple, qui meurt sous les yeux de Goku. Merus prend à sa place, car sans cela, il n'y aurait aucun autre moyen pour que Goku et le réel déclencheur pour l'ultra instinct. On comprendra alors que l'ultra instinct se maîtrise de diverses manières, que pour Beerus c'est une certaine manière, que les anges l'ont peut-être de manière innée, que pour un autre mortel qui essayerait d'y accéder ça serait une manière propre à lui, mais pour les Saiyans de manière spécifique, le déclencheur serait celui de l'émotion, comme ça l'a été plus ou moins toujours dans leur existence par rapport aux diverses transformations Saiyan qui puisent dans divers pans psychologiques du personnage qui l'utilise. Tout ça c'est bien beau, moi je suis pas réellement contre l'ultra instinct, mais du coup, faudra quand même nous expliquer quelque chose, parce qu'on sait que Moro est capable de deux choses. Il est capable de la fission spirituelle forcée, mais on sait que celle-ci n'atteindra pas Goku. Déjà parce qu'il faudra toucher Goku, c'est pas gagné face à Goku ultra instinct, mais en plus, même si Moro touche, eh bien la fission spirituelle forcée a pour but de séparer deux pouvoirs qui n'appartiennent pas à la même personne, c'est-à-dire séparer Piccolo de Nail, c'est-à-dire séparer Moro de l'énergie qu'il a volée aux gens dans l'univers ou dans la galaxie. Mais on ne peut pas séparer en deux l'énergie de Moro lui-même, on ne peut pas séparer en deux l'énergie de Goku lui-même. Donc la fission spirituelle, on oublie sur Goku Ultra Instinct, mais il ne faut pas oublier, et j'insiste sur ça, le fait que Moro, depuis le tout début, depuis même qu'il est vieux et tout ça, depuis ses premières apparitions, quand il a été libéré de la prison galactique, il a un pouvoir qui lui appartient, c'est pas le pouvoir de Vegeta, c'est un pouvoir de Moro, il est capable d'absorber l'énergie. Il peut absorber l'énergie d'une planète, il peut absorber l'énergie des animaux, il peut absorber l'énergie des êtres vivants et également des combattants comme Goku et Vegeta. D'ailleurs, Moro l'a déjà fait sur Namek lors de leur première confrontation. Et il avait laissé Goku et Vegeta pour quasi morts. Il s'était nourri de leurs énergies. Donc il faudrait nous expliquer aussi pourquoi Moro n'est pas capable de cela face à l'Ultra Instinct. Forcément, vous le comprenez, je n'ai pas le temps de refaire toute l'explication dans cette vidéo-là, mais j'avais déjà traité ce sujet dans une autre vidéo, en vous disant que on avait l'impression que Moro ne pouvait pas absorber l'énergie de Goku Ultra Instinct, et c'est pour ça qu'il prétextait ne plus avoir faim, et que son estomac était plein et qu'il ne voulait pas absorber face à Goku Ultra Instinct. Mais comme par hasard, une fois que Goku a été mis KO par Moro et qu'il a perdu l'Ultra Instinct parce qu'il était trop KO, trop fatigué, d'un coup Moro il a voulu l'absorber. Dès que Vegeta est arrivé, et Vegeta n'a donc pas d'Ultra Instinct, Moro a dit « Ah, voici un excellent repas pour moi ». Donc Vegeta sans Ultra Instinct, il a envie de l'absorber direct, là comme par hasard il a faim, mais Goku Ultra Instinct n'y arrivait pas. Donc on avait l'impression que Moro s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas absorber l'énergie de Goku, en tout cas en Ultra Instinct, et qu'il essayait de nous pipoter un petit peu en nous disant « Ah ben j'ai pas faim, j'attends un petit peu, je te mangerai plus tard », et de sauter sur l'occasion dès que l'Ultra Instinct n'est plus là pour le dévorer, sans jamais révéler sa faille. Mais on verra, est-ce que Toyotaru va nous expliquer cela ou pas? C'est une grosse interrogation. Je vais vous dire dès maintenant, on va y aller très rapidement, les news sur les jeux vidéo liés à Dragon Ball qui nous parviennent par Ryokutia. Alors il n'y a pas forcément toutes les news parce que là le post de Ryokutia est tout neuf, tout bébé, là, tout récent. Il va peut-être y avoir d'autres news, je vous les retweeterai sur ma page Twitter. Je vais pas forcément refaire de vidéos dessus, mais au moins je vous apporte ce qui est disponible au moment où j'enregistre ces mots. Excellente nouvelle pour le jeu Dragon Ball Z Kakarot, ça fait peut-être 6, 7 ou 8 mois qu'on n'avait plus de nouvelles. Eh bien, le nouveau DLC se confirme et se détaille car le magazine V-Jump nous dit que le prochain DLC de Dragon Ball Z Kakarot arrive, sans nous donner de date malheureusement de sortie, mais généralement quand le V-Jump commence à teaser, c'est que sous 1 mois, 2 mois, un truc comme ça va sortir. Généralement c'est le mois d'après, mais bon, on verra bien, donc je pense qu'on peut s'y attendre
pour par exemple le mois de septembre, mais ça ce n'est que supposition, mais le V-Jump commence déjà le marketing, donc ça va arriver. Goku, Vegeta, SSJ Blue, Super Saiyan Blue dans Dragon Ball Z Kakarot, et ils ne nous disent pas quelle histoire nous aurons. Est-ce que ça sera Fukatsu no F? Est-ce que ce sera Fukatsu no F, cette même résurrection de Freezer, mais en mode remanié, comme l'a été l'arc Battle of Gods, qui a été réécrit d'une manière différente pour le jeu Dragon Ball Z Kakarot? Est-ce que ça sera fidèle ou pas? Et est-ce que ça sera ça ou pas? Voilà, la question reine, mais en tout cas, vous savez un peu plus vers quoi se dirige le prochain DLC de Kakarot, et ça sera sûrement à découvrir en live sur ma chaîne YouTube. Ça sera l'occasion de reprendre une nouvelle fois le jeu ensemble. Pour Dragon Ball FighterZ, le magazine V-Jump donne plus de détails sur Muten Roshi, qui a été annoncé, vous l'avez vu, il y a eu le livestream de Bandai Namco avec le trailer et tout ça, qui sera le prochain personnage de Dragon Ball FighterZ, qui sortira en septembre, et on nous dit que contrairement au reste des personnages, c'est un fait qui va choquer un petit peu de monde je pense, eh bien Kame Sennin, Muten Roshi, Tortue Géniale, n'aura pas de super dash. Il s'envolera dans les airs via des techniques de Bankoku Bikuri Sho. C'est une technique dont j'avais déjà traité dans d'anciennes vidéos, ça me rappelle des bons souvenirs sur ma chaîne YouTube. Cette technique que je vous affiche à l'écran de Kame Sennin, c'est une technique qui fera donc de vastes portées, la garde dans le ciel sera impossible. En tant que super attaque spéciale, on nous dit que ça sera le plus puissant du monde, Muten Roshi Max Power attaque à la canne, il faudra appuyer longtemps pour faire un Kamehameha, le Mafuba piégera son adversaire dans une bouteille et oblige le remplacement par un autre personnage adverse. Il aura une attaque météore qui sera le plus grand et plus puissant Kamehameha. Pour DBZ Dokkan Battle, Mister Satan est annoncé, grosse promotion sur la fin de l'arc Boo, nouveaux événements prévus, en les finissant on reçoit 5 fois 20 Dragon Stone. Et pour DB Legends, un nouveau Sparking Son Goten et Trunks enfants sont annoncés, et pour Dragon Ball Xenoverse 2 pour conclure, on a des infos sur la mage gratuite qui arrive, Son Goku Ultra Instinct pourra utiliser le double Kamehameha divin, avec la possibilité de changer son avatar en Ultra Instinct, un Battle Tour en ligne par équipe de 3 personnes, et l'ajout de vêtements pour le personnage de Chirai. Donc nous y voilà les devins, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo emplie d'émotions, j'aurais peut-être parlé un petit peu plus que sur les spoilers précédents de Ryukutia, j'aurais peut-être un peu plus commenté, mais c'est tout simplement parce qu'à la lecture de spoilers comme ça, je peux pas m'empêcher d'être chaud. On est fan ou on n'est pas fan de Dragon Ball, et sur cette chaîne je peux vous garantir qu'on l'est, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les informations qui vont avec aussi, dès qu'il y a des nouvelles qui pop, peu importe du moment que c'est une source de qualité, eh bien je vous la retransmets sur cette même chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Pour les news jeux vidéo, je vous les retransmettrai sur ma page Twitter, @saikyo20. Je vous y attends, d'ailleurs on est bientôt 9000 là-bas, ça me ferait plaisir si on pouvait passer le cap. Merci infiniment pour tous les pouces bleus aussi, qui vont soutenir énormément cette vidéo du jour. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.